ce pourrait être une vision de notre futur. Le moment historique où nous enverrons une sonde se poser sur une autre planète, à des années-lumière de notre propre Terre. Sa mission, rechercher une forme de vie au-delà de notre système solaire. Il n'y aura ni témoins, ni foule enthousiaste acclamant l'exploit dans une salle de contrôle. Il faudra plus d'une décennie pour que la nouvelle nous parvienne enfin à travers l'obscurité de l'univers. Les scientifiques posent aujourd'hui les premiers jalons, afin que ce rêve d'un voyage interstellaire devienne un jour réalité. Lorsque je regarde le ciel, je ne vois non pas des étoiles, mais des systèmes planétaires. Il reste à savoir si les planètes propices à l'eau liquide et à la vie sont courantes ou au contraire très rares. Ces pionniers se sont lancés à la recherche de planètes extrasolaires pour répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? On se pose tous la question dès que l'on prend conscience du monde qui nous entoure. C'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui possède la compétence technologique pour répondre à cette grande question. Cette génération de chercheurs a imaginé pour nous ce que pourrait être une planète extrasolaire habitable. Ils ont élaboré avec nous l'architecture et le fonctionnement de notre vaisseau interstellaire. Ils ont cherché comment la vie pourrait s'épanouir sur cette hypothétique seconde Terre. Et se sont interrogés sur les enjeux et conséquences d'une telle découverte pour l'humanité. Ils ont écrit avec nous l'épopée scientifique et visionnaire que nous allons vous raconter. Nous avons toujours levé les yeux vers le ciel. Nous y avons cherché des dieux, des signes, des réponses. Pour l'humanité, l'univers est longtemps resté un terrain inaccessible, empli de mystères. Jusqu'à ce que les télescopes et les sondes spatiales l'auscultent, le décryptent et nous révèlent une partie de ses secrets. Très vite, notre soif de comprendre nous a poussés à visiter nos planètes voisines. Depuis les années 60, les missions spatiales se sont enchaînées, toujours plus loin dans notre système solaire. Jusqu'à atteindre sa périphérie. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons survole la planète naine Pluton, nous permettant de découvrir enfin les paysages de cette terra incognita. Ce n'est pourtant que le début de l'exploration spatiale. En 1995, la découverte de la première exoplanète a révolutionné le monde de l'astronomie et ouvert un nouveau champ d'investigation. Depuis, des milliers de planètes situées en dehors de notre système solaire ont été répertoriées. Plus surprenantes les unes que les autres, par leur taille, leur composition, leur atmosphère. Désormais, les astronomes ne se contentent plus de les recenser. Ils scrutent la galaxie à la recherche d'une planète similaire à la Terre. Une planète abritant la vie, située à la bonne distance de son étoile pour qu'elle possède des océans à sa surface.
Imaginons que les hommes nomment cette autre planète bleue Minerva B. Cette découverte extraordinaire sera le point de départ d'une nouvelle aventure spatiale. Toutes les nations travailleront de concert pour envoyer vers Minerva B un vaisseau qui transportera une charge utile, composée d'instruments scientifiques, d'un module d'atterrissage et de rovers. Ce sera le voyage le plus lointain et le plus rapide jamais effectué par une sonde d'exploration. Afin de comprendre les enjeux et les difficultés à surmonter pour élaborer un tel voyage, nous nous sommes tournés vers les plus grands experts de l'exploration spatiale. Steve Squire est l'un d'entre eux. Il a dédié sa carrière à l'exploration des planètes de notre système solaire, et plus particulièrement celle de Mars. Il est en quelque sorte le père du rover Opportunity, qui s'est posé sur la planète rouge en 2004. Il m'arrive d'envier les gens qui ont fait les premières missions planétaires dans les années 60 et au début des années 70. Parce qu'il n'y a qu'une seule première fois. Les missions Voyager vers Jupiter et Saturne sont des missions extraordinaires. Mais nos compétences ont incroyablement augmenté. Maintenant, on est capable de faire atterrir des rovers à la surface d'une planète, de les guider, de survoler Pluton. On fait des choses phénoménales aujourd'hui. Durant ces 20 dernières années, les ingénieurs ont non seulement survolé Pluton, mais ils ont réussi à visiter les systèmes de Saturne et de Jupiter. Ils envisagent même d'envoyer des missions habitées sur la planète rouge. Mais ces prouesses ne sont rien, en comparaison de l'envoi d'une mission vers le système au cœur duquel notre planète Minerva B gravite autour de son étoile Minerva. Le vaisseau qui propulsera une sonde vers cet autre système planétaire sera sans commune mesure avec tous les engins spatiaux jamais construits par l'homme. Sans équipage, il sera commandé par une intelligence artificielle autonome ultra performante. Je suis DES, Digital Autonomous Interface System Exploration. En nous basant sur les connaissances actuelles, nous pouvons imaginer ce vaisseau, son ergonomie, son fonctionnement. Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, a calculé pour nous sa taille, sa masse et la puissance qu'il devrait fournir pour poser des rovers sur Minerva B. Donc le vaisseau est énorme, 1 km de long à peu près. Il est absolument inenvisageable de le construire sur Terre et de l'envoyer en orbite. C'est bien plus grand que la Station spatiale internationale, qui ne pèse que 400 tonnes, et il a fallu 10 ans pour l'assembler en orbite. Donc un vaisseau aussi gigantesque que celui qui ira vers Minerva, c'est un projet d'une ampleur jamais réalisée par les humains. Le projet sera titanesque. Plusieurs générations de chercheurs devront se succéder pour en superviser la construction. Cela exige de consacrer sa carrière, sa vie à quelque chose dont on ne verra jamais les fruits. C'est arrivé à quelques reprises dans l'histoire humaine. La construction de certaines des grandes cathédrales d'Europe a sans doute été plus longue qu'une vie humaine. Les gens se sentaient guidés par un pouvoir supérieur quand ils ont fait cela. Mais il faut quelque chose d'extraordinaire pour motiver les gens. L'élément déclencheur de l'exploration du système solaire a été la recherche d'environnements habitables qui, espérons-le, finira par aboutir à la découverte d'autres formes de vie. Cela implique une motivation du même ordre. Ce qui va pousser à explorer d'autres systèmes stellaires, c'est la possibilité de découvrir d'autres mondes habitables, et peut-être même des mondes abritant la vie. Voilà ce qui va guider la recherche d'un monde bien spécifique. Manœuvre de sortie du dock de construction engagée.
Ce vaisseau, amené à poser une sonde sur Minerva B, sera notre seul émissaire. Aucun humain ne sera à bord. Si on veut envoyer un humain pour un voyage interstellaire de 50 ans, il faut assurer sa survie pendant cette grande durée. Et cela nécessite d'embarquer une masse bien plus considérable et rendrait rédhibitoire l'envoi d'un humain vers une étoile proche. Alignement pour phase de mise à feu. Ignition. Le vrai problème, ce sont les distances. C'est merveilleux l'idée de voyager vers les étoiles, mais elles sont vraiment très loin. On ne fait pas de la science-fiction. Les distances sont vraiment faramineuses. Envoyer un rover sur Mars est déjà un exploit pour Steve Squire. Mais ce n'est qu'un saut de puce pour notre vaisseau, comparé aux distances prodigieuses qu'il lui faudra parcourir pour atteindre Minerva B. Assistance gravitationnelle, planète Mars, calculée. Soyons optimistes et imaginons que la planète Minerva B se situe à la même distance que Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la Terre. Cette étoile est tout de même éloignée de 4,5 années-lumière, soit près de 40 000 milliards de kilomètres. Autrement dit, elle est 700 000 fois plus éloignée de nous que ne l'est la planète Mars. Les sondes Voyager 1 et 2, lancées dans les années 70, continuent leur trajectoire aux confins du système solaire. Ce sont les objets les plus lointains jamais lancés par l'homme. Malgré leur vitesse impressionnante de 61 000 km/h, il leur faudrait plus de 80 000 ans pour atteindre Minerva B. Alors que les sondes Voyager pèsent 1 tonne chacune, notre mission devra propulser une charge utile de 20 tonnes. Minerva B est si lointaine que pour l'atteindre, il faudra construire un vaisseau gigantesque. Alors, le gigantisme du vaisseau résulte d'une sorte de cercle vicieux. Le carburant qui propulse le vaisseau, qui est dans les réservoirs du vaisseau, doit lui-même être accéléré pour être utilisé plus tard au cours du voyage. Et chaque kilogramme de carburant qui sera utilisé plus tard doit être accéléré et donc nécessite du carburant. Et en plus de la charge utile, il y a toute la structure, les réservoirs, la structure métallique qui contient le vaisseau. Ce cercle vicieux aboutit que pour avoir une charge utile d'une 20aine de tonnes, la charge scientifique, il faut que le vaisseau au départ de la Terre ait une masse d'environ 200 000 tonnes. « 200 000 tonnes sur une distance de 4,5 années-lumière à parcourir en moins de 50 ans. Le défi technologique à relever est colossal. Le problème, c'est d'atteindre la bonne vitesse de propulsion pour voyager vers une étoile qui est à 10, 15, 20 années-lumière, dans un temps qui reste vraisemblable par rapport à la vie humaine. Vous parlez d'accélérer un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière, et ça, c'est vraiment difficile. 9, 8, 7, 6. Quel mode de propulsion et quelle énergie choisir pour y parvenir? 2, 1.
Aujourd'hui, la technologie la plus utilisée pour propulser de grosses charges reste celle des moteurs chimiques des fusées. Ces engins sont alimentés par la réaction chimique entre deux gaz. Les produits de cette réaction sont éjectés vers le bas par les tuyères, ce qui propulse la fusée dans la direction opposée. Ce puissant système, capable de propulser de très grosses charges, serait-il le plus adapté pour envoyer notre vaisseau de 200 000 tonnes vers Minerva Bay ? Pour le savoir, nous avons fait appel à des spécialistes de la propulsion spatiale. Stéphane Mazoufre et son équipe du CNRS d'Orléans. On va mettre la cathode assez loin, de manière à avoir un plasma relativement homogène. Il faut démarrer. Imaginons que l'on veuille aller sur Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche de notre système solaire, située à peu près 4 années-lumière. Alors il y a un calcul qui est très intéressant à faire. C'est qu'imaginons qu'on ait une toute petite sonde de 1 kg. On veut amener 1 kg sur Proxima du Centaure. Si on veut utiliser un moteur de fusée classique, en fait, on peut calculer la quantité de carburant dont on va avoir besoin pour aller vers Proxima du Centaure. En fait, si on fait ce petit calcul, on va trouver que la quantité de carburant qu'il nous faut est supérieure à toute la masse de l'univers connu. Autrement dit, c'est juste pas possible. On ne pourra pas y arriver avec un propulseur chimique. Afin de résoudre ce problème, il n'y a donc pas le choix. Il faudra changer de mode de propulsion. Stéphane Mazoufre étudie les propulseurs à plasma. Ils permettent aujourd'hui aux satellites placés en orbite de rectifier leur position dans l'espace. Les propulseurs plasma utilisent non pas des carburants chimiques, mais un gaz, le xénon, qui génère un plasma lorsqu'il est soumis à de forts champs électriques. Le plasma est un état de la matière, tout comme le sont les états solides, liquides ou gazeux. Lorsqu'un gaz est soumis à de hautes températures ou à de forts champs électriques, il peut passer de l'état gazeux à l'état de plasma. C'est ce phénomène qui est à l'origine de la formation des aurores boréales, des éclairs, ou encore de la lumière des étoiles. Lorsque les atomes d'un gaz sont soumis à une chaleur intense ou à un fort champ électrique, ils perdent une partie de leurs électrons. Ils deviennent alors des ions. Se forme ainsi une soupe constituée d'électrons libres et d'ions. C'est le plasma. Dans les propulseurs plasma, les électrons sont arrachés aux atomes du gaz servant de combustible. Les ions qui en résultent sont ensuite éjectés, générant une poussée. Là, c'est l'un des plus gros moteurs au monde et c'est le moteur le plus puissant jamais construit en Europe, donc issu d'une collaboration entre le CNRS et des partenaires industriels. Donc le canal en céramique ici, cet anneau, va être entièrement rempli de plasma. Et à l'aide d'un champ magnétique, on voit par exemple des bobines là, tout autour du moteur qui génèrent ce champ magnétique. Et ce champ magnétique, par interaction avec le plasma, va produire un champ électrique qui va être à l'origine de l'éjection des ions du plasma. Alors ces ions vont être éjectés à très très grande vitesse, plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, centaines de kilomètres par seconde. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette vitesse, c'est la vitesse d'éjection du carburant du moteur. Ce ne sera pas du tout la vitesse du vaisseau spatial. Plus on va éjecter vite la matière du moteur, moins on va consommer, en fait. Et c'est vraiment le grand avantage de ces propulseurs. Ils permettent de réduire la quantité de carburant embarqué d'un facteur 10, 100, voire plus. Et c'est pour ça qu'ils sont très intéressants pour l'exploration ou pour le voyage interplanétaire. Assistance gravitationnelle, planète Jupiter, calculée. Des propulseurs géants de ce type réduiraient considérablement la quantité de carburant à embarquer.
Le voyage vers Minerva B deviendrait alors envisageable. Mais ces propulseurs ont un défaut. Ils éjectent beaucoup moins de matière que les moteurs des fusées actuelles. Leur poussée est donc beaucoup plus faible. Là où un moteur de fusée délivre plusieurs millions de newtons de poussée, un moteur plasma ne délivre que quelques newtons. Regarde sur cette courbe de poussée, là, on a les 3 débits qu'on a testés. Donc la poussée en fonction du débit et de la tension. La faible poussée des propulseurs à plasma est effectivement un inconvénient, mais il est largement compensé par le fait que ces propulseurs peuvent être utilisés pendant une très longue période de temps. Prenons l'exemple de la sonde Voyager 1, qui se déplace actuellement à 61 000 km/h. Avec un propulseur chimique classique, un moteur de fusée, on peut atteindre cette vitesse en quelques jours, mais en consommant 92 tonnes de carburant. Un propulseur à plasma utilisé aujourd'hui sur satellite permettrait d'atteindre cette vitesse, certes en 2 ans, mais en consommant uniquement quelques kilogrammes ou quelques dizaines de kilogrammes de carburant. Donc si on embarque beaucoup plus de carburant, on peut faire fonctionner ce moteur pendant encore beaucoup plus longtemps, donc plusieurs années, et donc on pourra atteindre des vitesses très supérieures à la vitesse de la sonde Voyager 1, voire des fractions de la vitesse de la lumière. Accélérer peu, mais accélérer très longtemps. C'est peut-être la solution qui nous permettrait d'atteindre Minerva B en une 50aine d'années. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne dispose pas de la technologie. Il faut en fait des propulseurs à plasma beaucoup plus puissants, c'est-à-dire qui poussent plus. Il va falloir gagner peut-être un facteur 100 ou un facteur 1000. Et en même temps, il va falloir que ces propulseurs aient une durée de vie encore plus longue que ce qu'ils ont aujourd'hui, donc de plusieurs années ou plusieurs décennies. Lorsqu'on va avoir fabriqué ces gros propulseurs, ces propulseurs puissants, le problème qui va se poser, c'est de les alimenter en énergie, en électricité. Alors aujourd'hui, pour les satellites et les sondes, ce sont des panneaux solaires qu'on utilise. Et ça fonctionne très bien lorsqu'on est proche de la Terre. Mais bien évidemment, lorsqu'on va s'éloigner du Soleil, l'efficacité des panneaux solaires va diminuer. Et là, il va falloir penser à des sources d'énergie alternatives. Il faudra embarquer une source d'énergie à la fois puissante, afin d'accélérer constamment pendant des décennies, et concentrée pour éviter d'augmenter considérablement la masse du vaisseau. Il faut une énorme quantité d'énergie et d'une façon ou d'une autre, la comprimer dans un volume raisonnablement compact. C'est ce qu'on appelle une densité d'énergie élevée. C'est le même principe que les batteries. Emmagasiner un maximum d'énergie dans un petit volume, parce qu'ensuite il faudra transporter toute cette masse. Il faut énormément d'énergie pour atteindre ces vitesses. Donc, pour qu'un système de propulsion parvienne à une fraction significative de la vitesse de la lumière, il devra avoir une densité d'énergie qui est formidablement plus importante que tout ce qu'on a aujourd'hui. Cette énergie existe. Nous apprécions chaque jour sa chaleur et sa lumière. Il s'agit de la fusion nucléaire, qui alimente le cœur des étoiles. Sous l'action de la pression et des températures extrêmes qui y règnent, les noyaux des atomes d'hydrogène composant les étoiles entrent en collision et fusionnent. Cette fusion libère de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Serons-nous capables de générer une source d'énergie aussi colossale ? Plusieurs réacteurs à fusion sont aujourd'hui à l'étude, avec pour objectif de créer une sorte de soleil miniature, produisant des densités d'énergie équivalentes à celles émises par le Soleil lui-même. Le plus important de tous ces projets de réacteurs se nomme ITER. Issu d'une collaboration internationale, il est situé en France. Le mini-soleil est contenu dans une chambre à vide en forme d'anneau.
Les atomes de deutérium et tritium, deux formes particulières de l'hydrogène, y sont chauffés à des températures avoisinant les 150 millions de degrés. Se forme alors un plasma. Les atomes commencent à fusionner comme au cœur des étoiles. L'énergie de fusion est extrêmement concentrée, puisqu'un gramme de deutérium-tritium libère autant de puissance que 10 tonnes de pétrole. Mais jusqu'à présent, aucun réacteur sur Terre n'est parvenu à enclencher un processus stable où la fusion s'entretient elle-même, libérant en continu une énergie colossale, tout comme le fait notre Soleil. Pour parvenir à fabriquer des réacteurs à fusion capables de propulser des engins spatiaux, le chemin risque d'être encore long. Pourtant, aux États-Unis, au Princeton Satellite System, un groupe d'ingénieurs s'y emploie déjà. The exhaust velocity that we have is only about 100 kilometers per second. Stéphanie Thomas, ingénieure en aérospatiale, est responsable d'un programme financé par la NASA. Son objectif, construire le premier système de propulsion au monde utilisant la fusion. Notre objectif est d'atteindre une étoile voisine dans un périmètre de 5 années-lumière, en emportant 10 000 kg de charge utile, soit 10 tonnes. Et il faut le faire avec une vitesse d'éjection qu'il est possible d'atteindre avec un moteur. Pour l'instant, les ingénieurs travaillent sur un prototype expérimental. Leur défi principal, obtenir un plasma de fusion stable. Donc chaque fois que nous effectuons une impulsion de 5 millisecondes, nous chauffons le plasma. Nous générons du courant et vous voyez un flash. Mais pour un fonctionnement stable du réacteur, à la place de ces flashs, nous verrions une lumière constante. C'est ça notre objectif. Le carburant arrive là, il est chauffé. La fusion se produit ici et tout est éjecté directement à l'arrière. C'est cet ensemble qui forme le réacteur. Production d'énergie, extraction d'énergie et génération de poussée en même temps. Aucun autre appareil en cours de développement n'est capable de faire ça. Cette machine n'est encore qu'un prototype. Mais la technologie qu'elle utilise permet de générer en même temps énergie et poussée. Elle constitue à l'heure actuelle la solution la plus crédible pour notre voyage interstellaire. Les produits de la réaction de fusion ayant plus d'énergie, ils vont être éjectés par les tuyères à beaucoup plus grande vitesse. On peut espérer que les produits de la combustion soient éjectés à 30 000 km par seconde, de l'ordre de 10% de la vitesse de la lumière, qui est justement, typiquement, celle que le vaisseau doit atteindre. Mais parce que ces propulseurs éjectent relativement peu de matière, il faudra que le vaisseau accélère constamment pendant 25 ans, afin d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Injection deutérium, hélium-3 pour maintien de la fusion. Admettons que nous utilisions ce type de propulseur. Il restera un problème à résoudre, celui des combustibles. L'emploi du deutérium et du tritium semblerait tout indiquer pour générer la fusion. Si le deutérium présent dans nos océans est facilement disponible, le tritium est radioactif et donc instable sur une mission de 50 années. Le seul autre gaz non radioactif et aussi efficace que le tritium pour la fusion est l'hélium-3. Malheureusement, l'hélium-3 est quasiment inexistant sur Terre.
Il est en revanche présent en très grande quantité sur la Lune. Le voyage vers Minerva B nécessiterait donc l'établissement d'une base lunaire pour exploiter l'hélium 3. Acheminement du dernier réservoir d'hélium 3 en provenance de la base lunaire Alpha 7. Et on voit que tout de suite, cela rajoute à ce projet de voyage interstellaire une composante technique complexe, aller sur la Lune pour miner, finalement, ramasser de grandes quantités d'hélium 3. Équipé de ses réservoirs de deutérium et d'hélium 3 pour générer la fusion, le vaisseau aura une puissance colossale. Il consommera en 24 heures 30 fois plus d'énergie que l'humanité n'en consomme en une journée. Seule une partie de cette énergie va servir réellement à propulser le vaisseau. L'autre chauffera le moteur, chauffera les réacteurs. Si on veut protéger les réacteurs d'une température trop importante, il faut évacuer cette chaleur. Et dans le vide de l'espace, la seule façon de le faire, c'est de rayonner cette chaleur par ces grands panneaux radiants, ces grands panneaux qui vont être chauffés et qui vont rayonner sous forme de lumière infrarouge l'énergie qui n'est pas utilisée effectivement dans la propulsion du vaisseau. Il faut des panneaux gigantesques pour évacuer la chaleur considérable qui est produite par les réactions de fusion. Outre le mode de propulsion, un autre défi de taille attend les concepteurs d'un voyage interstellaire. Celui de l'autonomie du vaisseau. Fin de communication vers la Terre. Vitesse actuelle, 0,3% de la vitesse de la lumière. Pliage de l'antenne. Passage en mode autonomie totale. Sans équipage, le vaisseau livré à lui-même sera entièrement piloté par une intelligence artificielle. Pour imaginer les fonctions de ce supercalculateur, nous nous sommes adressés à Gentry Lee, ancien ingénieur en chef au Jet Propulsion Laboratory. Il a été le responsable informatique de nombreuses missions d'exploration de notre système solaire. La navigation aujourd'hui, lorsqu'on envoie ces sondes, même celle qui a été envoyée vers Pluton, est une combinaison de données prises par le vaisseau spatial en orbite et par nos gros ordinateurs ici sur Terre qui traitent l'information radio en provenance de ces vaisseaux spatiaux. Quand on a approché Pluton, cela a impliqué la même précision que si on avait envoyé une balle de golf depuis Los Angeles dans un trou situé à Londres. Les sondes qui explorent notre système solaire sont guidées depuis la Terre. Dans le cas d'un voyage interstellaire, les distances seront si grandes que ce mode de navigation est inenvisageable. Si jamais on allait explorer une planète autour d'une autre étoile, la distance serait si grande que la machine devrait essentiellement fonctionner seule. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. On a fait de grands pas dans cette direction. Avec Curiosity, on a fait de belles avancées. Posé sur Mars en 2012, Curiosity était équipé d'un système de navigation autonome performant. Si les sites à atteindre lui étaient bien transmis depuis la salle de contrôle, le rover analysait seul son environnement et calculait le chemin le plus sûr pour se rendre sur les cibles choisies. Mais pour le voyage vers Minerva B, aucune instruction de navigation ne sera fournie depuis la Terre.
calibration du Cap Vert Minerva. Toute la navigation devra être embarquée. Tous les algorithmes, les calculs d'orbite, les calculs des manœuvres pour arriver au bon endroit. Sur quelle étoile mettre le cap pour cette année? Sur quelle étoile se baser pour l'année suivante? Il nous faudra vraiment élargir nos esprits pour imaginer toutes les possibilités qui pourraient être rencontrées. Et on passerait littéralement des années à construire cette hiérarchie de possibilités dans cette intelligence artificielle. Elle devra savoir à chaque instant comment fonctionnent tous ces systèmes critiques, comment les réparer s'ils ne fonctionnent pas correctement et comment les remplacer s'ils ne peuvent pas être réparés. Quel défi! L'intelligence artificielle embarquée sur le vaisseau devra posséder des milliards de données en mémoire et être dotée d'une puissance de calcul phénoménale, afin de pouvoir faire face à toutes sortes de situations. Aucune intervention humaine ne sera possible. Entrée dans la ceinture de Kuiper. Enclenchement de la procédure de collision. Alignement pour présentation du bouclier. Totalement autonome, le vaisseau devra aussi posséder un organe de protection efficace pour éviter toute destruction. Afin d'absorber des chocs violents avec des météorites, à une vitesse de collision proche de 10% de la vitesse de la lumière, le bouclier du vaisseau devra être d'une résistance inédite. Cela suppose un matériau suffisamment solide qui risque de le rendre trop massif pour être transporté par un engin spatial. Pour trouver une solution, il faut tirer les leçons de notre expérience avec les satellites en orbite autour de la Terre. Les orbites terrestres sont aujourd'hui saturées et il est de plus en plus difficile d'éviter les collisions avec des débris spatiaux. Le moindre petit fragment de métal en orbite est accéléré à une vitesse de 15 km/s. Sa collision avec un satellite peut être fatale. La Station spatiale internationale n'est pas non plus épargnée. Au sein de l'Agence spatiale européenne, il existe un département entièrement dédié aux débris spatiaux. Son directeur, Holger Krag, étudie les meilleures façons de lutter contre les impacts liés à ces débris. Ça, c'est de l'aluminium très lourd. Et on n'utiliserait pas ce genre de matériaux pour le bouclier du vaisseau spatial. Mais cela montre la quantité d'énergie contenue, même dans un objet aussi petit, lorsqu'il arrive à une vitesse de 6 km/s. Les ingénieurs ont donc mis au point quelque chose de plus intelligent, qui est utilisé actuellement, par exemple à bord de la station spatiale. Nous avons observé au cours de nos expériences que le projectile ne survit pas à l'impact lui-même. Donc l'idée est d'utiliser un bouclier très mince qui ne sert qu'à détruire le projectile. C'est une sorte de sacrifice, donc il y aura un trou. Le projectile est détruit en un nuage de poussière. Ce nuage de poussière se dilate et ces éléments sont très petits. Or, il est beaucoup plus facile de se protéger de petits grains de poussière répartis sur une grande surface que d'un objet compact. Aujourd'hui, les boucliers sont d'assez bonne qualité et on peut résister à des objets allant jusqu'à 1 cm. Et ce matériau est très léger, donc parfaitement utilisable dans l'espace. Si multiplier des couches fines semble être la bonne solution, cela est-il suffisant ?
Pour se protéger d'objets de l'ordre du micron, comme la majorité des poussières rencontrées dans l'espace, je crois qu'une épaisseur de bouclier de seulement 10 cm serait suffisante, même à 10% de la vitesse de la lumière. Mais on sait qu'il existe d'autres objets qui vont presque à la vitesse de la lumière et plus gros. On n'a aucune protection contre ces gros blocs. Mon estimation approximative est qu'il faudrait un bouclier de 20 mètres d'épaisseur contre les objets de plus d'1 centimètre, qui fort heureusement sont très rares. Il faut alors trouver le bon équilibre entre l'épaisseur du bouclier et l'optimisation des risques. Donc quelque chose de l'ordre de 3 à 4 mètres, comme vous le montrez ici, pourrait être un bon compromis. Destruction des unités numéro 1. Aussi performante que soit cette protection, le risque zéro n'existe pas, et la mission peut se transformer en échec. Heureusement, la redondance des systèmes vitaux est la règle de toute mission spatiale. Unité numéro 2, opérationnelle. Réengagement de la fusion. Le choix du bouclier sera déterminé par le rapport entre sa robustesse et sa légèreté. Et ce souci d'optimisation s'appliquera aussi à la conception même du vaisseau. Éjection réservoir numéro 16 et 17. Ceci afin de limiter sa consommation et donc la quantité de carburant à embarquer. Ainsi, tout ce qui ne servira plus sera immédiatement éjecté. La phase d'allègement la plus importante s'effectuera à la moitié du voyage. Fin de la phase d'accélération. Durant cette phase, le vaisseau se coupera en deux. Procédure de réversion de poussée engagée. Allumage des réacteurs de décélération. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, donc pas de résistance, le vaisseau ne sera pas freiné. Pour le ralentir, il faudra donc décélérer aussi longtemps que l'on a accéléré, c'est-à-dire pendant 25 années. Plus court, et donc moins massif qu'à son lancement, le freinage du vaisseau sera moins gourmand en énergie. Un autre moyen d'économiser la quantité de carburant embarqué. Après 25 années de décélération, la mission Minerva rejoindra sa destination. DES, notre intelligence artificielle embarquée, informera alors la Terre de son arrivée. Déploiement de l'antenne. Une fois en orbite autour du Minerva, il faut absolument que la sonde puisse transmettre ses informations scientifiques vers la Terre. Pour cela, elle doit disposer d'une sorte d'antenne relais, en réalité une immense antenne parabolique qui va, par sa grande dimension, être capable de focaliser l'émission vers la Terre plutôt que d'arroser la galaxie tout entière. Signal radio émis. Un signal radio voyage à la vitesse de la lumière. Puisque la distance entre le système de Minerva et la Terre est de 4,5 années-lumière, une communication envoyée depuis le vaisseau n'arrivera sur notre planète qu'au bout de 4 ans et demi. Lorsque l'on parle de grande distance et de vitesse de la lumière, cela devient une expérience très différente. Des mots simples comme « maintenant » prennent un tout autre sens. Je me souviens de l'atterrissage sur Mars. Entre le moment où on atteint le sommet de l'atmosphère martienne et celui où on touche la surface, il faut environ 6 minutes. À l'époque, ce qu'on appelle le temps de vie à sens unique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'un signal voyage à la vitesse de la lumière de Mars à la Terre, était de 10 minutes.
On était dans la salle de contrôle, on regardait le signal radio et le Doppler, alors que l'engin spatial commençait à ralentir et à changer sa trajectoire dans l'atmosphère martienne et qu'il n'était encore qu'au début de sa descente. Mais en réalité, il était déjà sur la surface de Mars depuis 4 minutes. Était-il en bon état ou devenu un tas de débris dans un trou fumant? On ne le savait pas. On observait, mais ce n'était pas la réalité. Et ce problème s'amplifie avec la distance. 10 minutes deviennent 10 ans. Entrée dans le système de Minerva. Début de la phase de freinage gravitationnel autour de l'étoile de Minerva. Alignement. Éjection du module orbital. La phase finale du voyage est évidemment très délicate. Sinon, tout le voyage depuis la Terre aurait été fait en pure perte. Il faut que la charge utile, qui va étudier Minerva, puisse se mettre en orbite autour du Minerva. Et donc, il faut très finement ajuster les paramètres d'arrivée du vaisseau et de la charge utile pour que cette mise en orbite se fasse de bonne façon. Mise en orbite effectuée. Détection de la zone d'atterrissage. Éjection, lander, moine. Concevoir un vaisseau interstellaire montre à quel point il sera difficile pour l'humanité de franchir la distance qui nous sépare des étoiles, même les plus proches. Pourtant, nulle physique nouvelle n'est besoin. Nous disposons de tous les outils mentaux pour concevoir un tel vaisseau. La difficulté étant de les mettre en pratique, de réaliser le vaisseau en pratique. C'est une opération qui peut s'avérer si difficile que la possibilité d'un vaisseau interstellaire ne sera pas réalisée avant un siècle, peut-être 2. Ce sera avant toute chose le symbole de l'humanité travaillant ensemble pour créer quelque chose dont le seul but est d'acquérir des connaissances. Quelle belle pensée! Et dans très très longtemps, le moment de vérité arrivera enfin. Il est plus que probable que les personnes qui ont conçu la mission au départ ne seront plus en vie. Mais ils auront transmis cette passion à leurs enfants, peut-être même à leurs petits-enfants. On va marcher sur Mars, Francesco. Regarde ce rocher, il est pas mal. Trouveront-ils la vie? Trouveront-ils une planète où nous pourrions vivre un jour? Quoi qu'il en soit, ce sera une étape historique qui ne ressemblera à aucune autre. Le moment où quelque chose de nouveau nous est révélé, que personne n'a jamais vu, c'est fabuleux. C'est ça l'exploration. Et quand on parviendra à rejoindre d'autres mondes autour d'autres étoiles, ce sera colossal. Depuis la Terre,
Quand les hommes recevront par liaison un signal vidéo, quand des images apparaîtront sur l'écran, ils en resteront bouche bée. La mission sera-t-elle une réussite? Détectera-t-elle une vie extraterrestre? Preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Quelle forme aura-t-elle? Pour obtenir les réponses à ces questions fondamentales, l'humanité devra attendre que le vaisseau soit arrivé à destination et que les informations qu'il transmettra depuis Minerva B parviennent jusqu'à la Terre, soit au minimum 55 ans après le grand départ.